pas très simple à comprendre parfois. Ça demande qui est qui fait quoi. Ouais. C'est normal que c'est vraiment un mouvement complètement spontané, vous l'avez vu, c'est pas un mouvement qui va se réclamer des partis politiques. Ah non. Puis en plus, on ne l'a pas récupéré. On n'a pas essayé de le récupérer. On a vraiment été Mais non, c'est apolitique. dans un rapport sincère, dans un rapport apolitique vis-à-vis de ces gens qui sont quand même la majorité des Français. Alors il y a peut-être pas 70% des gens qui soutiennent, enfin il y a bien 60 ou 57% des gens qui encore soutiennent ce mouvement. Merci pour cette précision parce que c'était pas très clair quand on voit certains radicaux qui sont en dehors des gilets jaunes. C'était pas très clair de comprendre qui faisait quoi. Mais on a vu que les casseurs, dans leur essentiel, sont des gens qui sont en dehors des gilets jaunes, qui sont en dehors du mouvement des gilets jaunes, sont en gros on peut dire les opportunistes qui, parfois ils n'ont même pas le gilet jaune d'ailleurs, mais les opportunistes qui mettent le gilet jaune pour faire croire qu'ils en sont, mais qui dénaturent ce mouvement, qui le vident de sa substance, et qui font passer ce mouvement comme ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire que c'était un mouvement, c'est toujours un mouvement pacifique. Ils en font un mouvement violent pour que Macron récupère finalement les bénéfices de tout ça. Bien sûr. Parce que ça arrange bien Macron, qui est éventuellement, par exemple, même si ça se fera probablement pas, pour des raisons qui sont un peu complexes à expliquer, une liste gilets jaunes aux européennes. Ça, Macron sait que s'il y avait cette liste, ça viderait de beaucoup le score du Rassemblement national, un petit peu celui des Insoumis aussi. Donc, merci à Jean-Claude pour ces explications. Vous avez vu des images un peu surprenantes à Saint-Nazaire, parce que Saint-Nazaire, c'est une ville quand même. Alors, je ne vais rien vous apprendre, les mouvements sociaux sont toujours très forts. C'est une ville avec une histoire ouvrière importante. C'est sans doute pour ça que les événements des Gilets jaunes à Saint-Nazaire sont restés plus importants que dans d'autres points de France où le mouvement, pas qu'il s'est étiolé, enfin, il s'est un peu déplacé. Les ronds-points qui existaient il y a 1 mois et demi ne sont plus forcément ceux de maintenant. Merci, chers amis, pour votre présence pour cette assemblée militante. Et puis, tout d'abord, ce que j'aurais dû dire en introduction, nous vous présentons nos meilleurs voeux, la santé surtout, et nous vous souhaitons une très bonne année 2019, pas simplement sur le plan politique, mais vous souhaitez la santé, le bonheur auprès de vos proches. Et nous souhaitons, je pense, en tant que Français, une très bonne année 2019. Nous savons qu'il y aura des échéances importantes dès les semaines qui viennent, avec cette échéance très importante du 26 mai que seront les élections européennes. C'est un petit peu nébuleux, les élections européennes jusque-là, parce que 2018, c'était vraiment une année non électorale. Et forcément, parce que 2017, on a vraiment bouffé des élections présidentielles, législatives. On a vu sénatoriales aussi. 2018, c'était un peu le calme plat. Et les gens n'avaient pas forcément en tête qu'il allait y avoir de nouveau des consultations. Même si les gens se sont dit, quand même, on commence à être lassé de Macron, et les Gilets jaunes ont matérialisé ça, il serait peut-être temps de le manifester dans les urnes. Eh bien, les Français pourront manifester le 26 mai prochain dans un tour unique d'élection. Il n'y a pas de tour, c'est un seul tour, aux élections européennes. Lorsqu'ils désigneront leurs députés au Parlement européen, ils pourront faire savoir ce qu'ils pensent. Et ils voteront, a priori, massivement, Rassemblement national, si on voit ce que disent les instituts d'opinion. Qui disent des choses fausses, qui disent aussi des choses vraies, et qui en général arrivent quand même à saisir ce que fait le RN. On nous place entre 22, 23, 24. On est dans un étiage qui est quand même assez haut. Pour rappel, parce que c'est un petit peu ancien maintenant, ça a 5 ans, en 2014 on avait fait 24% à peu près. Ce qui fait que, eh bien, on peut espérer que nous puissions de nouveau être premiers aux élections européennes de 2019. On avait déjà été premiers aux élections européennes de 2014. On avait sorti une affiche Front National, premier parti de France, avec un visage de Marianne. Eh bien, peut-être qu'on pourra ressortir une affiche de ce type en 2019, parce que probablement le parti présidentiel ne sera pas premier. Et ça remontrera aux Français que le Rassemblement national et Marine Le Pen sont bien les figures de tête de l'opposition, et que l'opposition, ça n'est ni Jean-Luc Mélenchon,
ce n'est ni les républicains qui se sont à droite, qui ne se sont jamais vraiment trouvés de leader. Les Français comprendront que eh bien, l'opposition, c'est, et ça a toujours été finalement depuis des années, d'abord et en premier lieu, en termes de nombre de voix et en sincérité, en termes de sincérité, ça a toujours été Marine Le Pen, ça a toujours été le Front National puis le Rassemblement National. 11 millions de voix, pour rappel, au second tour de l'élection présidentielle de 2017, avec le renfort bienvenu à l'époque des voix de Nicolas Dupont-Aignan. Il a fait un petit peu chemin à part. C'est dommage pour lui. On a bon espoir, je pense, parce qu'il fera une liste européenne, il fera une liste autonome. On a bon espoir que, eh bien, au Parlement européen, nous puissions faire une majorité eurosceptique. Parce que, et moi j'ai noté ça, je n'ai pas eu cette information, mais j'ai noté dans un article, selon les instituts de sondage, si jamais il y a une fusion des groupes eurosceptiques au Parlement, et qu'on fait les scores que nous promettent les sondages, si jamais il y a la fusion du groupe de Marine Le Pen, qu'on appelle le groupe ENL, le groupe de M. Dupont-Aignan, qu'on appelle le groupe ELDD, et puis un petit groupe eurosceptique qui s'appelle le CR, eh bien on serait le deuxième, avec le score actuel, 23% à peu près, on serait le deuxième groupe au Parlement européen, mais on serait quasiment le premier en réalité, puisqu'on serait à 17 sièges seulement d'avoir la majorité au Parlement européen, avec 23% des voix dans tous les pays. Donc, tout ça, c'est gagnable, c'est jouable. Et les gens qui vous disent que de toute manière le Front National, parce qu'il est seul, hein, déjà on n'est pas seul, parce qu'on a des alliés notamment en Italie, les gens qui vous disent le Rassemblement National, parce qu'il est seul, ne pourra pas demain faire de toute manière, ne pourra pas faire autre chose qu'une opposition de principe, ne pourra pas faire une majorité, une contre-majorité euro-réaliste, euro-critique au Parlement européen, et bien ces gens-là vous mentent vraiment pour le coup. Jusque-là, on pouvait se dire, oui, c'est sans doute vrai, mais là, ils vous mentent vraiment, parce qu'à 17 sièges près, si nous faisons 23%, si on fait 24-25%, eh bien, ça veut dire qu'on peut gagner aussi une majorité parlementaire au Parlement européen, parce que cette assemblée, elle était de la proportionnelle, et donc elle est finalement beaucoup plus représentative, paradoxalement, que ne le sont l'Assemblée nationale et a fortiori le Sénat. Donc on a des moyens, si on travaille depuis la base sur le terrain et jusqu'au sommet, j'y viendrai dans quelques secondes avec notre candidat tête de liste, qui donc sera Jordan Bardella, on a le moyen, à la base et au sommet, de faire changer les choses, d'avoir une majorité patriote, au sens de patriote de tous les pays d'Europe, et on peut sortir du carcan européen tel qu'il est actuellement constitué. Alors notre tête de liste donc, sera Jordan Bardella, qui est le directeur de notre mouvement de jeunesse, Génération Nation, ancienne FNJ, qui est un jeune homme de 23 ans, et c'est donc le signal d'une candidature vraiment radicalement alternative à celle que proposeront les autres partis. D'ailleurs, on ne sait pas trop les candidats des autres partis. Vous ne connaissez pas le candidat d'En Marche, c'est normal, parce que personne ne le connaît. Nous ne connaissons pas le candidat de la droite, c'est normal, parce qu'ils sont en train de se chamailler, et M. Larcher est en train de peser de tout son poids. Alors, M. Larcher a un certain poids de son sport. M. Larcher est en train de peser de tout son poids pour que ce ne soit pas le candidat de M. Wauquiez. Vous voyez bien que ce sont des incassables. À France Insoumise, ça n'a pas été simple de trouver le candidat. Il y a vraiment qu'au Front National où nous avons investi ce jeune homme en qui, je le crois, notre mouvement, et Marine Le Pen au premier chef, mettent beaucoup d'espoir, parce qu'il représentera le visage, l'incarnation de cette Europe des nations et des libertés que nous voulons porter demain au niveau du Parlement européen avec cette majorité, cette contre-majorité patriote dont je vous ai parlé. La candidature de Jordan a été annoncée il y a 2-3 jours de ça. Ça se fera officiellement dans le cadre d'une grande convention européenne le 13 janvier, donc dimanche prochain à Paris. Et puis il y a aussi eu un événement qui est moins important peut-être encore que, je pense que c'est d'importance égale. C'est qui composera la liste. Ce sera une liste, je ne vais pas préciser, j'aurais dû le préciser d'ailleurs. On revient à un système de liste nationale
avec à peu près 75 candidats dans toute la France. Naturellement, on n'aura pas 75 élus. Mais si nous faisons ces 23 ou 24% dont je vous ai parlé, on a des espoirs raisonnables d'avoir une vingtaine d'élus, peut-être 23 élus, peut-être 25 élus. Jordan sera donc notre tête de liste. Et dans les éligibles, c'est-à-dire les personnes qui seront élues à coup sûr, si nous faisons un score normal, il y aura, nous l'avons appris parce que ces choses-là se sont décantées il y a 2 jours, un ancien ministre qui nous a rejoints sur notre programme, qui est Thierry Mariani. Thierry Mariani, membre historique du RPR, gaulliste donc, ancien membre du gouvernement de Nicolas Sarkozy, ancien secrétaire d'État au transport, il y a une dizaine d'années de ça, fondateur d'un club de pensée à droite qu'on appelle la droite populaire, qui était un petit peu cette variante de la droite qui était finalement assez proche de nos idées, en tout cas sur le plan, sur les questions migratoires, les questions sécuritaires. Eh bien, quelqu'un comme Thierry Mariani vient de franchir le Rubicon. Il a franchi le Rubicon alors que la police de la pensée, naturellement, les médias, la bien-pensance, lui disaient que s'il passait de la droite au RN, eh bien, ce serait une mort sociale pour lui, un petit peu comme on avait dit à Dupont-Aignan il y a 1 an et demi. Si tu franchis le Rubicon, ça va être la mort sociale pour toi, et on va te faire battre dans ta circonscription à la législative. Ils ont failli faire battre, je ne sais pas que je défends M. Dupont-Aignan, mais ils ont failli faire battre M. Dupont-Aignan dans sa circonscription de hier, et ça n'a pas fonctionné. Eh bien, je pense qu'ils essaieront de faire un petit peu le même coup à M. Mariani, en essayant de lui faire des crasses, mais M. Mariani a rejoint une grande famille patriote, sans d'ailleurs prendre sa carte au RN. Et nous voyons là à la fois la sagesse de Marine Le Pen, qui ne cherche pas comme ça à annexer des gens de manière brutale, mais qui leur tend la main vraiment dans une démarche sincère, où on n'est pas obligé de prendre une carte de parti, mais simplement parce qu'on se reconnaît sur des dénominateurs communs qui sont l'identité de la France et la souveraineté de la France, qui sont des dénominateurs communs non négociables. Eh bien, ça c'est le point de ralliement minimum au Rassemblement national. C'est sans doute le langage qu'a tenu Marine Le Pen à Thierry Mariani, c'est sans doute ce qui a séduit, ce qui a intéressé M. Mariani. Il ne s'agit pas d'une démarche où M. Mariani va prendre sa carte au RN. Il sera un compagnon de route, et nous devons l'accueillir, je pense, y compris ici localement, dans notre militantisme, nous devons l'accueillir sans arrière-pensée, en oubliant finalement ce qui a pu être dit ou écrit dans le rang le concernant, parce que M. Mariani, avant naturellement est un concurrent politique. Eh bien, cette page-là est tournée définitivement, et voici M. Mariani et quelques autres dans nos rangs, nous rejoignant. Ce qui est une très bonne nouvelle, parce que ça prouve la capacité d'attraction du Rassemblement national, le fait que le Front National devient véritablement un rassemblement national. Marine Le Pen avait conçu ce mouvement en disant on va changer de nom, et comme ça, on va être plus dans une culture de coalition, d'union, de forces qui n'étaient pas forcément intéressées par le Front National. Et donc on va nommer notre mouvement Rassemblement national. Eh bien, avec cette venue de Thierry Mariani, on voit que c'était une première victoire. Et puis il y a aussi la venue d'un homme qui est un petit peu moins connu, qui s'appelle Jean-Pierre Garot, je crois, qui est Jean-Paul, Jean-Pierre, je ne sais pas, qui est un ancien député de Gironde, également membre de l'UMP. Vous voyez qu'il y a quand même 2 grands cadres nationaux de l'UMP, et même des Républicains concernant M. Mariani, puisque hier encore il était membre des Républicains, il ne l'est plus maintenant, qui viennent de rejoindre, non pas encore une fois le Rassemblement national, tout à fait, mais la liste européenne présentée par Marine Le Pen et Jordan Bardella aux élections du 26 mai prochain. Et ça, c'est un marqueur très fort qui doit nous galvaniser dans notre militantisme, qui doit aussi je pense, nous faire prendre conscience que localement, nos démarches dans les municipalités, comme nous essayons d'entreprendre à Saint-Nazaire, dès le premier tour, liste d'union large avec le Rassemblement national et puis des éléments des droites au pluriel, avec, je pense, tout d'abord les éléments de Debout la France, ça doit nous galvaniser et nous faire comprendre que cette stratégie est la bonne. Ça peut paraître un peu paradoxal parce que Debout la France fait sa liste européenne, mais on ne doit pas considérer ça et on doit regarder au municipal ce qui est dans l'intérêt des Nazériens, dans
l'intérêt des habitants des autres communes. Nous pensons qu'au premier tour, une formation politique comme Debout la France, qui à Saint-Nazaire fait à peu près 4% des voix, c'est-à-dire un quart de nos voix, eh bien ce n'est pas négligeable du tout, et c'est sans doute l'élément qui peut nous faire passer, par exemple, d'une situation de minorité à une situation de majorité. Parce que, et pour conclure, je parlerai quelques secondes des élections municipales, a priori, aux élections municipales de l'an prochain à Saint-Nazaire, il y aura 4 à 5 listes au deuxième tour. Donc ne pensons pas qu'il faille 50% pour gagner l'élection. S'il y a 4 listes au deuxième tour, ça veut dire qu'il suffit qu'une liste soit première avec 25%, si toutes les listes font moins de 25%, pour gagner la mairie. Et s'il y a 5 listes, ce qui est moins probable, il faut 20% seulement. C'est des configurations qui existent parfois dans les élections, ce n'est pas les plus courantes. Mais si on prend par exemple une de nos mairies qu'on a gagnée en 2014, une mairie qui a gagné le FN de l'époque à Mantes-la-Ville, à côté de Paris, on a gagné avec 30% des voix, parce qu'il y a eu une quadrangulaire, 4 listes. Et bien là, nous savons qu'il y aura une liste RN qui sera sur le départ, une liste que nous sommes en train de constituer, dont je vous avais dit en novembre que je poursuivais la réalisation. Nous sommes au 4/5e de la liste. Donc ça veut dire qu'il y a encore une dizaine de noms à trouver, et encore une fois, surtout des candidatures phares. Alors si vous connaissez des gens dans vos entourages qui seraient intéressés, qui seraient volontaires, n'hésitez pas à nous en faire part. Donc il y aura une liste RN sur les starting blocks au premier tour, qui sera qualifiée au deuxième tour, parce que ça va faire plus de 10%, ça va sans doute faire même plus de 15%. Il y aura forcément, même s'ils seront très affaiblis probablement, la liste du maire, une liste socialiste, une non de la gauche, je ne sais pas trop, parce que ces gens-là, vous les voyez souriants, enfin ils s'engueulent dans les coulisses. Hein. Ne croyez pas que ce soit forcément très agréable les relations entre le Parti communiste, le Parti socialiste et les écologistes. Hein. Mais bon, il y aura une liste du non de la gauche au premier tour, qui sera qualifiée au second tour, parce qu'elle va bien faire plus de 10% cette liste-là quand même si elle va sans doute être affaiblie. Donc il y aura 2 listes au deuxième tour. RN, PS, vous allez bien avoir une liste de droite aussi, quel qu'en soit le leader. Je pense que M. Duval essaye de faire une liste. M. Duval, il est prudent, il essaie de ne pas faire une liste avec des étiquettes. Enfin, on va bien avoir une espèce de liste citoyenne, machin, leader droite, avec probablement M. Duval, qui va probablement, c'est pas tout à fait certain, faire plus de 10%. À moins qu'il y ait 2 listes de droite qui se bouffent entre elles. Le MAN. Il y a le MAL aussi. Le MAL, je pense qu'il fera un petit peu moins, mais on part. Il y aura sans doute au moins une liste, disons, qui fera plus de 10. Ça fait donc 3 listes. Et puis vous aurez probablement une liste insoumise de ces insoumis, parce que vous savez, le Parti communiste ici, localement, il est avec le maire, il soutient la politique du maire, en moyennant quoi ils ont des élus, ils ont des adjoints à la mairie, ils ont des adjoints à la carène, et quand on est adjoint à la mairie, ma foi, on touche à peu près 1 900 € par mois, ça ne se refuse pas. Hein. Donc le PC, il est dans une stratégie d'alliance avec le Parti socialiste à Saint-Nazaire et plus globalement dans la région. C'est pour ça qu'à Trignac, eh bien, alors que le PC était fort, c'est le PS qui a fait l'élection. Enfin, c'est M. le maire qui a dit « Attendez, il faut lire au fort, il ne faut pas lire la dame qui était en face, je ne sais même plus son nom. » Et la pauvre dame qui était en face... Comment elle s'appelait ? Evans, c'est ça. Voilà. La pauvre dame qui a été en face, elle n'a même pas été remerciée. Bon, c'est leurs affaires. À la Carène, ensuite, ça s'est mal passé. Enfin, on voit bien que c'est des affaires de politique aérienne. Il y aura toujours, en tout cas, une liste France Insoumise qui sera probablement avec un bon score, parce qu'ici, quand même, je ne sais pas qu'il faut s'en féliciter, enfin, il faut constater les choses froidement. Les Insoumis aux élections présidentielles, c'est à peu près 26-27%. Alors, ce sera moins. Enfin, il suffit que ce soit 10% et ils seront qualifiés au deuxième tour. Ces gens-là, par orgueil, par détestation du maire, une détestation sans doute partagée, ne se rallieront pas à la candidature du maire au deuxième tour, et donc ils ne vont pas fusionner. Et donc vous avez d'ores et déjà 4 listes, ou 5 listes s'il y a 2 listes de droite. Donc ça fait bien une qualification possible, à condition que la liste arrivée au deuxième tour soit première, et qu'elle fasse entre 20 et 25%. Donc le but, c'est déjà de faire la liste, c'est ensuite que nous soyons unis et qu'eux soient divisés, c'est-à-dire non seulement jouer sur nos forces, mais aussi profiter de leurs faiblesses, pas profiter de leurs faiblesses. Ils sont faibles, donc nous avançons unis à la place, et nous serons plus forts de leurs faiblesses. Et puis ensuite, il faut arriver premier, pour peut-être
passer de ce statut qui est enviable, qui est le statut de minorité, opposant constructif, à demain, acteur, décideur, à la mairie de Saint-Nazaire. Voilà. Et pour cela, il faut en amont aussi faire de bonnes élections européennes. C'est-à-dire les élections européennes, on est mobilisé sur le terrain. On va recevoir une quantité astronomique de tracts, d'affiches qu'il va bien falloir coller, diffuser, boîter, tracter sur les marchés. Hier encore, on a, avec notre équipe, boîté à Trignac, avec Athénaïs, Benoît, etc., et Nicole. Et on avait un bon accueil des gens. Les gens étaient contents de nous voir. On était, un petit peu avant les Gilets jaunes, on était à Montoire de Bretagne. Et bien parce que nous avons fait une action un jour de 11 novembre, nous avons eu des commentaires positifs des gens, parce qu'ils nous disaient « c'est bien que vous soyez là, un jour férié quand même, ça montre que vous en voulez ». Et on a eu une de ces conversations qu'on a parfois qui dure un petit peu longtemps, et on a arrêté 15 ou 20 minutes avec quelqu'un et on fait la discussion, et on voit bien que ces gens-là nous considèrent comme des interlocuteurs sérieux. Ils nous demandent des choses, ils nous disent il faudrait que vous fassiez remonter ça. Alors on ne peut pas toujours faire remonter les choses. Mais le fait qu'on ait des conversations assez longues avec les gens, ça montre que les gens, quand ils nous voient sur le terrain, eh bien, ça leur fait chaud au cœur, souvent. Pas tous. Il y a aussi des gens qui ont des réactions plus négatives. Mais la majorité des réactions, quand même, c'est plutôt des réactions positives, parce qu'ils ne voient pas souvent des hommes politiques, comme on dit, mais nous on ne considère pas comme ça, des militants de quelque parti que ce soit, sur le terrain, ils n'en voient pas souvent. Juste avant les élections. Juste avant les élections, souvent. Et ça, c'est une erreur aussi que je crois nous ne commettons plus à Saint-Nazaire, parce qu'on est bien implanté, on est exceptionnellement implanté par rapport peut-être à ce qui se fait ailleurs, même si c'est perfectible. Nous, on ne fait pas l'erreur de ne venir qu'au moment des élections. On ne fait pas l'erreur d'aller que sur les marchés non plus. On va jusqu'au cœur des boîtes aux lettres des gens. On parle aux gens dans la rue. On va dans les cafés, parce que la politique se fait aussi dans les cafés. Et si la politique se fait dans les ronds-points, c'est bien parce que depuis un siècle et demi, elle se fait dans les cafés. Donc les gens que vous ne voyez jamais dans les cafés, comme Audrey Dufeu-Schubert, député, ou David Samsa, maire de Saint-Nazaire, en creux, ça montre quelque chose. Les endroits où ils sont absents, ça montre qu'ils ne font pas tout le boulot. Parce qu'on ne demande pas au maire de Saint-Nazaire d'aller hypocritement sur le marché, sur les halles, parler à quelques personnes. Et c'est pas ça qu'on lui demande. On lui demande d'être dans un rapport réel aux gens. On ne lui demande pas non plus, comme il le fait, de faire des rendez-vous du maire qui sont en fait des mini-meetings. C'est pas très clair, parce que le maire, il est en campagne électorale d'ores et déjà. Et ce qu'il nous fait, là, quand il fait ce qu'il appelle les rendez-vous du maire, où il va dans les quartiers recueillir les doléances des gens, il faudra se demander l'an prochain, quand on sera vraiment en temps de campagne électorale, y compris au sens légal, c'est-à-dire un an avant la campagne, il faudra se demander si ce n'est pas des meetings électoraux, ça. Parce que ça, c'est payé avec nos impôts. Et bien nous, je crois que nous avons un rapport plus sincère à la politique, dans notre manière dont nous militons, dans notre manière dont nous faisons de la politique aussi de manière continue. C'est-à-dire que même certains jours d'été, on a milité cette année. À 11 novembre, on a pu être dans la rue. Eh bien, ça montre aux gens qu'on s'intéresse vraiment à eux, qu'on n'est pas simplement dans un rapport intéressé pour avoir des sièges, pour avoir des places, et finalement ne rien faire, ne pas agir. On n'est pas dans ce rapport-là, et je crois que les Français ordinaires, même s'ils n'aiment pas la politique, et qu'ils n'aiment pas forcément le Rassemblement national, pas tous, parce qu'ils le connaissent mal, je pense qu'ils le perçoivent quand même, qu'on est dans un rapport beaucoup plus sincère, beaucoup plus direct aussi, à la population. Ça, c'est positif. C'est perfectible, il faut persévérer dans ce sens-là. Et avec un homme, avec une femme comme Marine Le Pen, qui ne nous a pas déçus depuis 10 ans maintenant qu'elle est aux commandes du Rassemblement national, et avec un jeune homme comme Jordan Bardella, je pense que nous avons encore bien de belles pages à écrire. Donc, eh bien, encore une fois, une très bonne année à vous, et essayons d'écrire ces belles pages d'ici le 26 mai prochain, jour des élections européennes. Merci. Tu fais un rappel pour le 19, s'il te plaît. Oui, et on a beaucoup de rendez-vous, voilà, j'aurais dû en parler, on a aussi des rendez-vous militants au niveau de la fédération. Une formation des adhérents qui vous sera proposée le 19 janvier à Nantes.
vous avez normalement dû recevoir tous un mail pour cette formation des adhérents. Ceux qui n'ont pas reçu de mail, vous pouvez aller voir Nicole, parce que c'est Nicole qui recueille les inscriptions. C'est un stage de formation des adhérents, formation sur l'histoire du mouvement, sur les thématiques du mouvement, sur quel est notre programme, etc. C'est une formation d'une journée. Et il y aura un rendez-vous qui est notre traditionnelle galette des rois, du 27 janvier prochain, également à Nantes, donc le 19 c'est un samedi, le 27 c'est un dimanche, où notre invité est Edwige Diaz, vice-présidente du groupe RN au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Ah ben, elle n'est jamais venue ici. Non, mais Qu'est-ce que t'as contre, toi? Non, mais je l'ai. Ah non, on l'adore. Non, mais comme on l'a. Ah, vous êtes vu à Strasbourg. Ah oui. Et là, tu l'as vu à Nantes, elle n'est jamais venue en raconte. Ah, On pense aussi qu'avec Jordan, c'est vraiment une des pousses de cette nouvelle génération de militants, de candidats, et demain nous l'espérons d'élus au Parlement européen. Et donc pour ces deux événements, le stage des adhérents et la galette des rois, ça sera un repas suivi d'une galette, vous pouvez vous inscrire auprès de Nicole qui recueillera vos inscriptions. Voilà. Venez parce que c'est bien que les gens de Saint-Nazaire soient présents à Nantes, ça montre qu'on est dynamique dans les deux sens.